Je voulais aussi d'abord dire à nos compatriotes québécois que la Kabylie, c'est les mises en avant par les intervenants, c'est qu'il a eu une expérience par rapport à cette question. Il faut rappeler qu'en Kabylie et en Algérie en général, il y avait des femmes qui ont été aspergées avec de l'acide. Il y avait des milliers d'assassinats commis par des religieux, des fanatiques, des intégristes. Il y avait beaucoup de citoyens en Kabylie et en Algérie qui ont été agressés parce que tout simplement, ils n'ont pas observé le ramadan ou le jeûne. Et j'en passe, pour ne pas citer que ça, il y a des milliers et des milliers d'agressions et de cas de violence qui sont perpétrés contre les citoyens au nom de la religion. Si on parle des signes religieux et de la religion aujourd'hui au Québec, c'est que cette question nous interpelle au plus profond de notre âme et de notre conscience. Ceux qui prétendent que les musulmans ou les religions en général au Québec et au Canada n'ont pas de place, je ne sais pas s'ils vivent vraiment dans cette société parce qu'il se fait juste de se pavaner, de marcher dans la rue pour constater que la religion prend de plus en plus de la place dans cette société. Ma question va être ainsi. Est-ce qu'on va importer le mal qui est généré par la religion dans notre pays, en Kabylie particulièrement, et en Algérie en général, à cette société d'adoption qui est le Québec, sous prétexte que ce n'est pas la religion qui est à l'origine des malheurs de notre société d'origine. Merci. Bonjour, Luc Lemoine. Je suis un ex-directeur d'école. Je suis à la retraite d'une école qui était dans Côte-des-Neiges, une école de 600 élèves où il y avait 58 pays représentés à 98% multiethniques. Dans l'école, j'avais un personnel d'à peu près 60 personnes qui intervenaient auprès des enfants. Il y avait des enseignantes, des professionnels, des éducatrices au service de garde. Il y avait 2 juifs qui portaient la kippa et j'avais 3 employés au service de garde qui portaient le voile. Le reste de mon personnel était de toutes les croyances, il y avait des musulmans qui ne pratiquaient pas, il y avait des catholiques, il y avait des arméniens, il y avait un peu de tout. Et les personnes qu'on remarquait dans l'école, c'était ceux qui portaient des signes religieux. Moi, j'en portais pas. J'affichais pas mes croyances ou mes non-croyances, mais ça existait. Il y a un juif, quand je suis arrivé dans l'école, qui est venu voir de quelle couleur j'étais, et il m'a dit à un moment donné, si jamais il y a une loi qui passe pour interdire les signes religieux, il dit, il y a un grand rabbin en France, le plus grand rabbin, là, je ne me rappelle pas le nom, a dit que si l'État passait une loi pour interdire les signes religieux, qu'on trouverait bien dans la Torah un passage qui nous dit qu'on peut ne pas en porter. Alors j'ai dit, ton grand rabbin, il a tout compris. Et les 3 musulmanes, quand la charte des droits a commencé à se parler, des valeurs, la responsable du service de garde a convoqué les 3 dames voilées, qui étaient très gentilles en passant. C'est pas parce qu'ils portent le voile que c'est des méchantes personnes. Mais elle les a convoquées une à une dans son bureau en leur disant, là, l'an prochain, si c'est interdit de porter le voile, est-ce que je te trouve une remplaçante? Parce que tu ne pourras pas le porter, alors tu vas faire le choix, porter le voile ou continuer. Ils ont dit, non, non, non. On va garder notre emploi, mais on ne peut pas dire maintenant qu'on va enlever le voile. Elles ne pouvaient pas le dire devant leur époux ou devant leur communauté. Elles attendaient que la loi leur permette de dire « je ne peux plus le porter ».
C'est interdit maintenant. Alors, la loi était vue comme une possibilité de libération pour elle. Quelle année? C'était quand? C'était avant, lors de la charte, en 2012-2013, la charte des valeurs. Alors, moi, ce que je dis, c'est que, oui, on dit qu'il y a 3% de population qui est musulmane présentement, mais c'est dans moi, pour le dire, là, sans préjugés, parce que je travaille dans ce milieu-là, pas parce que je suis un méchant raciste, indépendantiste ou quoi que ce soit, un xénophobe. Au contraire, j'adorais travailler dans ce milieu-là. Mais les personnes avec qui j'avais le plus de difficultés d'échange, malheureusement, c'était les musulmans. Je dois le dire ainsi. Ils étaient très agressifs, très revendicateurs. Ils exigeaient. Ils ne demandaient pas des accommodements. Ils exigeaient telle chose. À un moment donné, on m'a demandé d'avoir un local de prière dans l'école. J'ai dit, je ne peux pas donner ça. Je n'ai pas de locaux pour soit enseigner les sciences, soit avoir une bibliothèque. Est-ce que je vais donner un local réservé aux prières à quelques moments de la journée? C'était impensable. Ou de séparer les petits gars des petites filles. J'ai dit non, la mixité au Québec est là depuis toujours. Ou de ne pas porter le costume d'éducation physique pour les petites filles. Alors, j'ai dit, elles peuvent porter un survêtement, elles vont avoir plus chaud, mais elles vont faire le cours d'éducation physique, et idéalement, elles seraient mieux en short et en manche courte, comme les autres enfants de l'école. Alors, c'est toutes des situations concrètes, et là, moi, je ne sais pas comment le gouvernement va parvenir à appliquer cette loi-là s'il y a des enseignantes qui, avec la tradition, portaient le voile, donc elles ont un droit à la clause grand-père. Les nouvelles ne pourront pas le porter, et les gardiennes en garderie vont le porter. Alors, ça va devenir intraitable pour la direction d'école et pour la commission scolaire. Donc, on devrait aller beaucoup plus loin au niveau de la loi. Alors, je pourrais revenir tantôt, j'ai plein d'anecdotes comme ça, mais c'est très bien. Merci. Oui, bonjour. D'abord, je voudrais remercier les panélistes pour tous les enseignements. Je veux bien parler d'enseignement parce que moi, j'ai appris beaucoup et j'apprends beaucoup, surtout les derniers jours avec tous les articles et toutes les présentations. Et parce que j'apprends, parce que ça m'aide à me situer. Parce que souvent, quand je lis un article ou je vois une vidéo, je dis oui, c'est ça. Moi, je crois comme ça. Je suis d'accord. Puis là, je lis le compte. Je dis, c'est vrai que ça me déplaît. Mais tout ça, ça m'aide à mieux me situer. C'est pour ça que je dis j'apprends. Alors, moi, je suis enseignante à la retraite. J'ai enseigné en technique d'éducation à l'enfance. Et j'ai un souvenir, il y a au moins peut-être 30 ans. Même, ça ne s'appelait pas technique d'éducation à l'enfance. C'est lors d'un colloque pour les éducatrices et éducateurs en service de garde. On avait invité une professeure émérite qui s'appelle, je ne sais pas si elle est encore vivante, Liliane Katz de l'université c'est dans l'État de l'Illinois à l'université Urbana-Champaign. Puis la conférence, c'est il y a 35 ans peut-être, ce dont je me souviens, ce qui est resté dans ma tête, elle devait se prononcer entre quand on a à diplômer une étudiante et puis vers la fin, on a des questions, on se questionne, est-ce qu'on la diplôme ou pas? Puis ce qu'elle avait dit, il y a un risque. C'est vrai, on peut la diplômer, mais c'est quoi le plus grand risque? Lui offrir un groupe d'enfants ou courir le risque d'être injuste avec elle? Alors elle a dit, moi je choisis l'enfant, les enfants. Et dans ce sens-là, entre le droit à l'enseignante, en vérité, des fois je suis empathique aussi, je dis, dommage, elle a fait des études, puis elle va enseigner. Et le droit de l'enfant, moi, je choisis l'enfant. C'est pour ça que j'appuie le projet. Merci. Azul Flaoun, bonjour tout le monde. Merci pour le CKC, pour cette occasion, oui, de débat, et merci pour les invités. Alors, moi, il y a de petites à 3 questions. D'abord, je ne comprends pas, et là, je m'adresse un peu à nos amis québécois, donc je ne comprends pas l'obsession
que vous avez d'extraire les conséquences d'un choix à une personne. Je m'explique. Une femme qui... je vais parler, pour faire simple, d'une femme voilée, parce qu'elles sont passées sur les radios, etc., qui décide librement de faire ses choix. Elle dit, c'est mon choix de porter le foulard. Et la conséquence d'un choix... Il peut y avoir des conséquences négatives et positives. Pourquoi lui extraire les conséquences dites négatives, éventuellement, si elle peut perdre un emploi? Bon, je ne comprends pas cette obsession, parce que moi aussi, j'ai émigré, je n'ai pas utilisé mon diplôme. Ça aussi, je ne vais pas dire, non, c'est mon choix, et si je n'ai pas encore un travail, ou si il y a des conséquences qui sont négatives, fâcheuses, disons, de mon choix, je dois les assumer, à mon avis. Alors, la dichotomie entre victime et coupable, c'est très fatigant. Alors, ni victime ni coupable, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dangereux de ne pas considérer les personnes responsables? Ni victime, ni coupable, mais juste responsables. Ça, je veux juste comprendre un peu le phénomène. Il y a deuxième question, deuxième élément. Alors, il y a ceux qui pensent, parmi les musulmans, il y a ceux qui pensent que le voile n'est pas un signe religieux, n'est-ce pas? Il y a ceux qui pensent que c'est un signe religieux. On peut penser tout ce qu'on veut. On peut considérer aussi que c'est un débat interne, théologique, etc., et qui appartient aux musulmans. Mais alors à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas dangereux de pousser un État, de prendre position en faveur de ceux qui portent le voile, ou peut-être en défaveur, à la limite en défaveur, celles qui ne portent pas le voile, elles ne dérangent pas. Mais celles qui le portent, est-ce que ce n'est pas dangereux de pousser l'État à prendre position sous peine d'être taxé de racisme, etc. Ça, c'est aussi... Et je reviendrai juste sur un dernier point. Je ne comprends pas, Monsieur Aktouf, comment... vous avez minimisé carrément l'existence presque, ou les effets même de la mouvance islamiste militante, et qui commence par les écoles, qui commence par l'enfant, qui commence par la femme, etc. etc. Et comment vous pouvez ne pas réagir ou ignorer ou minimiser l'érosion? Ici au Québec, c'est une énième érosion du métier de l'enseignant qui peine à se professionnaliser en considérant que l'enseignant n'a pas d'autorité. Alors, la professionnalisation, c'est être responsable, c'est avoir de l'autorité. Elle n'est pas coercitive. Au contraire, elle est beaucoup plus diffuse et beaucoup plus insidieuse. C'est beaucoup plus... Un enfant, il ne va pas vous dire que je crois ou je ne crois pas. C'est encore un enfant. Alors, je ne comprends pas cette minimisation, le 3%, le rien du tout, s'il n'y a pas de problème. C'est ce que vous avez dit. Je ne comprends pas. Merci. Zulf Laoun, merci aux conférenciers d'avoir partagé vos opinions là-dessus. C'était très intéressant. Moi, j'ai une question, un constat à question. Est-ce que pour le projet de loi 21, je peux comprendre l'application de cette loi-là pour les policiers, pour les juges, etc. Donc, aux personnes ou au personnel du gouvernement qui sont en autorité. Mais pour les enseignants, je trouve ça un peu difficile dans le sens suivant. C'est qu'on va enlever le voile, mettons les signes religieux, le voile, la kippa ou peu importe, à ces enseignants-là. Mais le plus important, leur impact le plus important est sur les enfants lorsqu'ils vont dispenser leur cours, lorsqu'ils vont transmettre des valeurs. Parce que l'enseignant, il transmet des valeurs. Qui va être là pour s'assurer qu'il n'y a pas une transmission de ces valeurs-là dont on n'en veut pas pour les enfants, même si on ne porte pas le voile, on ne porte pas de signes religieux.
Donc ça, j'ai un problème à concevoir cet aspect-là. Merci.